La Mercedes argentée ne devrait pas être dans mon allée. Ma main se fiche sur la poignée de ma valise. Les roues silencieuses contre le trottoir. 7 heures du matin. Et cette voiture est garée là où je me gare toujours, étincelante comme si elle était à sa place, comme si elle avait tous les droits de prendre ma place. J'ai écourté ma conférence à Chicago de 3 jours. Quelque chose en moi me criait de rentrer à la maison. Maintenant je sais pourquoi. Le porte-clés est glacé dans ma paume. Mon souffle est court alors que je marche vers ma porte d'entrée. Chaque pas plus lourd que le précédent. La porte est déverrouillée. Je la pousse et les gonds ne grincent pas. Quelqu'un les a huilés. L'odeur des sachets de lavande qui m'accueillent habituellement a disparu, remplacée par de la peinture fraîche et de la sueur. Des voix dérivent de la cuisine. Des rires. Le cliquetis des tasses à café contre les comptoirs. Salut les téléspectateurs, dites-nous gentiment d'où vous regardez et quelle heure il est. Je traverse le couloir, mes chaussures ne faisant aucun bruit sur le plancher en bois franc. Les photos de famille ont disparu. 38 ans de souvenirs envolés. Des rectangles pâles marquent les murs où elles étaient accrochées. Le miroir de ma grand-mère avec le cadre doré orné a disparu de la table d'entrée. La table où je posais mes clés chaque jour depuis des décennies. Ces portes d'armoire sont tellement démodées, dit une voix de femme. On devrait les remplacer entièrement. Je connais cette voix. Sutton, ma belle-fille depuis 8 mois. Tout ce que tu veux, bébé. La voix de mon fils. Desmond. C'est tout à nous maintenant. De toute façon. Les mots me frappent comme un coup de poing dans la poitrine. Je saisis le cadre de la porte pour me stabiliser. Ma cuisine ressemble à une zone de guerre. Des bâches couvrent le carrelage que j'ai choisi il y a 20 ans. Mes armoires en merisier sont appuyées contre le mur en tas, partiellement enlevées, poignées manquantes. Le papier peint que j'ai posé moi-même, de délicats hortensias bleus assortis aux fleurs préférées de Randall, pans en bande, déchirés et ballants. Sutton se tient dos à moi dans un pantalon de yoga coûteux et un haut athlétique qui coûte plus cher que mes courses hebdomadaires. Ses cheveux platines se balancent en une queue de cheval haute. Elle tient un échantillon de peinture contre le mur nu. Desmond est assis à ma table de cuisine, la même table où il faisait ses devoirs quand il était enfant. Ses pieds sont posés sur une autre chaise, téléphone en main, faisant défiler l'écran comme s'il était propriétaire des lieux. Excusez-moi. Ma voix coupe l'air comme une lame. Ils sursautent tous les deux. La main de Sutton vole à sa poitrine. L'échantillon de peinture voltige au sol comme un papillon mourant. Maman. Desmond se lève si vite que sa chaise racle contre mon carrelage. Tu n'es pas censé être de retour avant vendredi, clairement. Je fais un pas dans ma cuisine détruite. Ma vie détruite. Des morceaux de tout ce que j'ai construit sont éparpillés sur les surfaces. Le pot à biscuits en forme de coque. Celui que Randall m'a donné pour notre 5e anniversaire est emballé dans du papier bulle sur le comptoir, prêt à être jeté. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Sutton récupère vite. Elle le fait toujours. Ce sourire glisse sur son visage comme de l'huile sur l'eau. Celui que je l'ai vu utiliser lors d'événements caritatifs. Celui qui ne touche jamais ses yeux. Cordelia, quelle surprise. Elle s'avance vers moi avec les bras à moitié tendus, mais quelque chose dans mon visage l'arrête net. Nous faisons quelques rénovations avant d'emménager. Les mots pendent entre nous comme de la fumée. Emménager. Je répète chaque mot lentement, les goûtant, les testant. Dans ma maison. Eh bien, oui. Sutton jette un coup d'œil à Desmond, qui trouve soudainement le sol fascinant. Desmond a dit que vous réduisiez votre train de vie, que vous vouliez quelque chose de plus gérable pour quelqu'un de votre âge, quelqu'un de mon âge. J'ai 62 ans. Je cours 8 km chaque matin avant le travail. Je gère une équipe de 15 personnes dans mon cabinet de conseil. J'ai conclu un accord à cette chiffre il y a 3 semaines. C'est ce que Desmond a dit? Maman, écoute. Desmond commence, mais je lève la main. Non, toi écoute. J'ai appris il y a des années que les chuchotements ont plus de poids que les cris. Je n'ai jamais dit que je réduisais mon train de vie. Je n'ai jamais dit que quelqu'un pouvait emménager chez moi. Je n'ai certainement jamais donné la permission à quiconque de détruire ma cuisine. Le sourire de Sutton vacille comme une ampoule mourante. Mais Desmond a ta procuration, a-t-il dit.
J'ai donné à Desmond une procuration limitée pour gérer la paperasse financière pendant que je voyageais pour le travail. Ce document lui donne zéro autorité sur mes biens immobiliers. Je m'enfonce plus profondément dans la cuisine en cataloguant les dégâts. Les bols à mélanger en céramique de ma mère, se transmis sur 3 générations, sont dans une boîte étiquetée « Données ». Vous avez été chez moi à fouiller mes affaires, à prendre des décisions sur ma propriété sans me demander. Nous essayons d'aider. La voix de Sutton monte plus haut. Le masque agréable se fissure sur les bords. Cette maison est trop grande pour vous. Vous vieillissez. Nous pensions. Vous pensiez emménager tôt et prendre le contrôle. Vous pensiez que je ne remarquerais pas ou ne m'en soucierais pas, je sors mon téléphone. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Le visage de Desmond vire au cramoisi. Maman, on peut expliquer. Depuis combien de temps? 2 semaines. Les mots sortent à peine au-dessus d'un murmure. Nous travaillons dessus depuis 2 semaines. 2 semaines. Pendant que j'étais à Chicago, concluant des affaires et construisant mon entreprise, faisant confiance à mon fils pour arroser mes plantes et récupérer mon courrier. Il effaçait systématiquement mon existence de ma propre maison. Nous avons fait faire des doubles de clés. Sutton ajoute comme si cela expliquait tout. Le serrurier sur Main Street était très raisonnable. Je regarde mon fils. Je le regarde vraiment. Quand est-il devenu cet étranger? Le garçon qui m'apportait des pissenlits du jardin du voisin. L'adolescent qui sanglotait sur mon épaule quand sa première petite amie a brisé son cœur. Le jeune homme qui m'a tenu la main aux funérailles de son père et a juré que nous affronterions la vie ensemble. Sortez. Les mots sortent plats. Mort. Maman, sois raisonnable. Sortez de ma maison maintenant. Les yeux de Sutton se plient sans fente. Nous avons déjà investi des milliers dans ces rénovations. Desmond a dit que nous partagerions la valeur quand je mourrais. Quand vous m'auriez convaincu de signer l'acte de propriété. Je marche vers la porte arrière et l'ouvre. L'air froid du matin s'engouffre. Dehors. Tous les deux. Vous avez 60 secondes avant que j'appelle la police pour signaler une effraction. Tu ne ferais pas ça. La voix de Desmond craque comme de la glace fine. Je suis ton fils. Je sors le clavier de mon téléphone. Commence à composer le 911. Mon doigt plane au-dessus du bouton d'appel. Stable comme la pierre. Il se bouscule. Sutton attrape son sac à main de designer sur le comptoir. Desmond tâtonne avec ses clés, les laissant tomber 2 fois. Il me dépasse dans un flou de parfums coûteux et de panique. À la porte, Desmond se retourne, son visage est pâle, les yeux écarquillés. La famille ne se trahit pas, je garde ma voix égale comme le tranchant d'un couteau. La famille ne rôde pas en détruisant ce qui compte pour quelqu'un qu'elle prétend aimer. La famille n'essaie pas de voler la maison de quelqu'un pendant qu'il est absent. Mais Sutton et moi avons besoin de plus d'espace. Et tu as toutes ces pièces que tu n'utilises pas, au revoir, Desmond. Je ferme la porte. Verrouille-la. Peine dormant, chaîne. Puis je me tiens dans ma cuisine détruite et je laisse le poids de ce qui vient de se passer s'installer dans mes os. Mes mains tremblent alors que je traverse le reste de la maison. La chambre d'amis, l'ancien bureau de Randall où il passait des heures à lire, a été vidé. Ses livres, son bureau en acajou, son fauteuil de lecture en cuir, tout est parti. Dans la chambre principale, mon placard est à moitié vide. Mes manteaux d'hiver, mes robes de soirée, la boîte à bijoux vintage de ma mère. Il ne prévoyait pas seulement d'emménager. Il me volait. Prenant mes affaires pièce par pièce, supposant que je ne remarquerais pas ou ne riposterais pas. Je trouve les boîtes dans le garage, des douzaines, empilées comme des monuments à mon effacement. Des étiquettes marquent chacune. Données, stockage, poubelle. Toute ma vie catégorisée est prête à être jetée comme des ordures. Je m'effondre sur le sol en béton entouré de ces boîtes remplies de mes souvenirs, de mon histoire, de mon cœur. Les sanglots viennent alors, pas des larmes silencieuses comme j'en ai versé aux funérailles de Randall. Ce sont des cris qui secouent le corps et me déchirent comme du verre brisé. Quand les larmes s'arrêtent enfin, quelque chose de froid s'installe dans ma poitrine. Quelque chose de dur, déguisé et de déterminé. Je sors mon téléphone avec des doigts tremblants et je passe un appel. Tatum, c'est Cordelia Finch. J'ai besoin de ton aide. Tatum est mon avocate depuis 15 ans.
tranchante comme une lame chirurgicale et 2 fois plus précise. Elle a géré la succession de Randall, mes contrats commerciaux, chaque affaire juridique dont j'ai jamais eu besoin. Cordelia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversé. Je lui raconte tout. L'entrée non autorisée, les rénovations, les biens volés, la procuration qu'ils ont essayé de transformer en quelque chose qu'elle n'était pas, ce fils de... Tatum se reprend. Je suis désolé. C'est ton fils. Je sais. J'ai besoin que tu révoques la procuration immédiatement. J'ai besoin que les serrures soient changées aujourd'hui. Et j'ai besoin de documentation sur tout ce qui a été endommagé ou pris. Considère que c'est fait. Document d'urgence déposé dans l'heure. Mais Cordelia, il y a autre chose dont nous devrions discuter. Mon estomac se serre comme un poing. Quoi? Ta planification successorale. Desmond est actuellement ton seul bénéficiaire. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, tu pourrais vouloir reconsidérer ces dispositions. Je regarde autour de moi les boîtes, les morceaux de ma vie soigneusement entretenus éparpillés comme des éclats d'obus. Les preuves de la trahison calculée de mon fils. Organise une réunion pour cette semaine. Je veux faire quelques changements. Après avoir raccroché avec Tatum, j'appelle un serrurier, puis une entreprise de restauration pour évaluer les dégâts. Ensuite, je parcours chaque pièce avec mon téléphone, documentant tout, chaque photo manquante, chaque mur endommagé, chaque boîte emballée, preuve, protection. Mon téléphone sonne. Desmond. Je laisse aller sur messagerie. Il sonne encore et encore. 12 appels en 20 minutes. Puis les textos commencent à affluer comme du poison. Maman, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. Sutton est vraiment bouleversé. Tu l'as embarrassé. C'est ridicule. Nous sommes une famille. Tu es égoïste. Nous avons besoin de cette maison. Le dernier me fait rire. Un son dur et amer qui résonne dans mon salon vide. Besoin. Ils ont besoin de ma maison, pas envie. Besoin. Comme si leur désir de plus d'espace effaçait d'une manière ou d'une autre mon droit de vivre dans ma propre maison. Comme si leur confort comptait plus que ma sécurité, mes souvenirs, ma vie. Je bloque leurs 2 numéros. Le serrurier arrive dans l'heure. Fitzgerald indique son badge. Des yeux gentils, des mains usées par le temps. Il ne pose pas de questions quand j'explique. J'ai besoin que chaque serrure soit changée immédiatement. Il travaille rapidement. Installant de nouveaux pênes dormants sur chaque porte, de nouvelles serrures sur les fenêtres, changeant le code de mon ouvre-porte de garage. Quelqu'un vous cause des ennuis, madame? Il me tend un jeu de clés neuves et brillantes. Plus maintenant. L'entreprise de restauration vient ensuite. 2 hommes avec des presse-papiers et des caméras parcourent la maison, prenant des notes, photographiant les dégâts, calculant les coûts. La cuisine seule coûtera $15 000 à restaurer. Le reste de la maison ajoute $8 000 de plus. Voulez-vous déposer une plainte à la police, demande l'un d'eux, tapotant son stylo contre son presse-papier. Cela ressemble à du vandalisme. Pas encore. J'ai d'autres plans qui se forment. Des plans qui nécessitent de la patience et de la précision. Ce soir-là, je m'assois au vieux bureau de Randall, celui que j'ai sauvé des boîtes du garage, et je fais des listes. Tout ce que Desmond et Sutton ont pris, tout ce qu'ils ont endommagé, tout ce qu'ils ont détruit. Puis je fais une autre liste. Celle-ci prend plus de temps. Elle catalogue chaque façon dont j'ai soutenu Desmond depuis qu'il a épousé Sutton, la compte sur leur condo, la nouvelle voiture, la carte de crédit à laquelle je l'ai ajoutée pour les urgences qui porte maintenant un solde de $20 000, l'adhésion au country club. Je sors mes relevés bancaires et commence à additionner les chiffres. Le total me coupe le souffle. $147 000. C'est combien je leur ai donné en 8 mois de mariage. Et ils m'ont remboursé en essayant de voler ma maison. Mon téléphone vibre avec un numéro que je ne reconnais pas. Je réponds prudemment. Madame Finch, c'est l'officier Paulson du département de police. Votre fils est ici au poste. Il a déposé une plainte affirmant que vous lui avez illégalement refusé l'accès à sa propriété. Il dit que vous avez changé les serrures d'une maison qui lui appartient légitimement. Ma prise se resserre sur le téléphone jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Sa propriété? Oui, madame. Il revendique la copropriété.
Officier Paulson, cette maison est uniquement à mon nom depuis 1987. Mon fils n'a jamais été sur l'acte. Il n'a aucun intérêt de propriété quel qu'il soit. Il a déposé une fausse plainte. Une pause s'étire entre nous. Je vois. Avez-vous de la documentation? Je peux demander à mon avocate d'envoyer l'acte dans l'heure. Je peux également fournir de la documentation prouvant que mon fils est entré dans ma propriété sans permission et a enlevé mes affaires. Si quelqu'un doit déposer une plainte, c'est moi. Ce serait très utile, madame. Merci. Après l'appel, je contacte à nouveau Tatum. Elle soupire lourdement quand je lui dis qu'il panique, aggravant son cas. Je vais envoyer tout ce dont la police a besoin. Mais Cordelia, tu dois savoir que cela va devenir plus laid avant de s'améliorer. Je sais. Es-tu prête pour ça? C'est ton fils. Je pense aux boîtes dans mon garage. Au bol à mélanger de ma mère étiqueté pour donation. Au livre de Randall vendu ou donné sans réfléchir. À la procuration dont ils ont essayé d'abuser. Aux serrures changées sans permission. Aux 2 semaines de vol systématique pendant que j'étais absente. Lui faisant confiance. Il a cessé d'être mon fils quand il a choisi de me trahir, dis-je doucement. Maintenant, c'est juste quelqu'un qui a essayé de me voler, et je traite les voleurs en conséquence. Le lendemain matin, je me réveille au bruit de coups sur ma porte d'entrée. Par la fenêtre, je vois la voiture de Desmond dans l'allée. Il a amené Sutton. Ils crient tous les deux, voix étouffées mais en colère à travers le bois épais. Je ne réponds pas. Je m'assois à ma table de cuisine avec une tasse de café et je les laisse rager. Après 30 minutes, ils partent, mais pas avant que Sutton ne raie ma boîte aux lettres avec une clé, son visage tordu par la fureur. Je peux voir clairement depuis la fenêtre de ma cuisine. Je le photographie. Je l'ajoute à la documentation. Cet après-midi-là, une lettre recommandée arrive. Des documents juridiques d'un cabinet d'avocats que je ne reconnais pas. Je les ouvre avec des mains stables. Ils me poursuivent. Desmond et Sutton me poursuivent pour la moitié de la valeur de ma maison, affirmant que je la leur ai promise, qu'ils ont investi leur propre argent dans les rénovations, que je suis mentalement incompétente et que j'ai besoin d'un conservateur. J'appelle Tatum immédiatement. Ils sont désespérés, dit-elle après que je lui ai lu les documents. C'est un procès frivole. Nous allons l'écraser. Mais Cordelia, les demandes de mise sous tutelle sont sérieuses. Ils vont argumenter que tu n'es pas capable de gérer tes propres affaires. Je dirige un cabinet de conseil. Je gère des comptes de plusieurs millions de dollars. Je sais. Et nous le prouverons. Mais tu dois être préparé à ce qu'ils peignent un tableau différent. À ce qu'ils déforment tout. Je regarde autour de ma cuisine. Toujours détruite. Toujours en attente de réparation. Qu'ils essaient. 3 jours plus tard, ma boîte aux lettres contient un autre paquet. Pas d'adresse de retour. Mes mains tremblent alors que je l'ouvre. À l'intérieur se trouve la boîte à bijoux de ma mère. Celle en bois de rose avec l'incrustation de nacre que sa mère lui a donnée et qu'elle m'a donnée le jour de mon mariage. Elle est vide. Chaque bijou a disparu. Le collier de perles que Randall m'a donné pour notre 10e anniversaire. La bague de fiançailles de ma grand-mère. Les boucles d'oreilles en diamant de ma mère. Tout a disparu. Une note se trouve au fond de la boîte, écrite de l'écriture bouclée de Sutton. Tu aurais dû coopérer. Maintenant, ça devient laid. Je fixe la boîte vide pendant un long moment. Puis je la photographie. La note, les compartiments en velours vide, tout. Je l'ajoute à mon dossier de documentation. Puis je passe un autre appel à Tatum. Ils viennent de me menacer, dis-je, ma voix calme malgré la rage qui brûle dans ma poitrine. Et ils ont volé des objets de famille. Je veux porter plainte. Il était temps, dit Tatum. Laisse-moi passer quelques appels. En quelques heures, la détective Rain me contacte. Une femme à la voix pragmatique et aux questions pointues. Je lui raconte tout, je lui montre tout. Les photographies, la documentation, la note menaçante, la boîte à bijoux vide. Madame Finch, je dois vous demander quelque chose. Sa voix est douce mais sérieuse. Avez-vous ressenti des symptômes de santé inhabituels ces derniers temps? Vertige, nausées, confusion. Mon sang se glace. Pourquoi me demandez-vous cela?
Parce que ce schéma est familier. Le mariage rapide, l'isolement, la manipulation financière, les tentatives de prendre le contrôle des actifs. C'est souvent suivi de méthodes plus directes. Vous pensez qu'il pourrait essayer de m'empoisonner? Je pense que nous devrions l'exclure. Avez-vous mangé ou bu quelque chose qu'ils ont fourni? Je repense aux semaines avant Chicago. Sutton m'apportant du café quand elle visitait. Des biscuits qu'elle prétendait faits maison. Des dîners à leur condo où je me sentais toujours un peu bizarre après. Oui, je chuchote plusieurs fois. J'aimerais que vous voyiez un médecin, que vous fassiez des analyses de sang juste pour être sûr. Le lendemain matin, je suis assise dans le cabinet du docteur Chen pendant qu'elle prélève fiole après fiole de sang. Elle pose des questions prudentes sur mes symptômes, ma santé récente, tout changement que j'ai remarqué. Je vais précipiter ces tests, promet-elle. Je devrais avoir les résultats dans 48 heures. Je rentre chez moi et j'attends, je regarde et je documente tout. Mon téléphone sonne 2 jours plus tard. La voix du docteur Chen est tendue d'inquiétude. Cordelia, vos tests montrent des niveaux élevés de certaines substances. Rien qui met immédiatement votre vie en danger, mais inquiétant. Des traces de benzodiazépine. Elles causent de la confusion, des problèmes de mémoire, des vertiges. Quelqu'un vous a drogué. Pas assez pour vous tuer, mais assez pour vous faire paraître incompétente. La pièce tourne autour de moi. Depuis combien de temps, d'après les niveaux? Je dirais plusieurs mois. Probablement dans la nourriture ou les boissons. Les doses étaient assez petites pour que vous vous sentiez juste un peu bizarre. Peut-être attribuer cela au stress ou au vieillissement. Il construisait un dossier, me faisant paraître incompétente, pour pouvoir prétendre que j'avais besoin d'un conservateur afin de prendre le contrôle de tout ce que je possédais. J'appelle la détective Règne, dis-je, ma voix stable malgré la fureur qui me traverse. Je l'ai déjà fait. Elle est en route. La détective Règne arrive dans l'heure. Je lui montre tout. Les dossiers médicaux, la chronologie des symptômes, la chronologie des visites de Sutton avec de la nourriture et des boissons. Cela change tout, dit-elle en fermant son carnet. C'est une tentative d'exploitation d'une personne âgée. Peut-être une tentative de meurtre selon les doses. Nous devons agir vite. Et Desmond? Ma voix craque en prononçant son nom. Est-il impliqué ou est-il une victime aussi? Nous le découvrirons. Mais Madame Finch, je dois vous dire quelque chose. Elle hésite, choisissant ses mots avec soin. Nous avons passé les informations de Sutton dans notre base de données. Son vrai nom est Serena Vaughn. Elle a 2 mariages précédents, tous 2 avec des veufs âgées. Les 2 hommes sont morts moins d'1 an après le mariage. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je saisis le comptoir de la cuisine pour rester debout. Actuellement, elle fait l'objet d'une enquête dans un autre État pour un schéma similaire. Nous essayons de la localiser depuis 6 mois. Vous pourriez bien nous avoir aidé à l'attraper. Et Desmond, je demande à nouveau, ma voix à peine un murmure. La détective Règne croise mon regard. S'il sait ce qu'elle est vraiment, il est complice. S'il ne le sait pas, il est sa prochaine victime après vous. Mon téléphone vibre sur le comptoir. Un texto du numéro de Desmond. Maman, j'ai peur. Sutton n'est pas qui je pensais. On peut se rencontrer seul, s'il te plaît? Elle ne peut pas savoir. Mon cœur fait un bond. Je tends la main vers le téléphone pour le rappeler. Il sonne 1 fois, 2 fois. Puis la voix de Sutton répond, froide et amusée. Desmond ne peut pas venir au téléphone pour le moment, Cordelia. Il est indisposé. Elle rit haut et fort. Tu aurais dû juste signer les papiers. Cela aurait pu être si facile, mais tu as dû être difficile. Maintenant tout le monde paie le prix. La ligne coupe. Je fixe la détective Règne, mon visage vidé de sa couleur. Elle l'a. Nous devons le trouver maintenant. La détective Règne est déjà sur sa radio, aboyant des ordres, coordonnant les unités. Nous traçons la localisation du téléphone maintenant. Madame Finch, j'ai besoin que vous restiez ici. Laissez-nous gérer ça. C'est mon fils. Ma voix se brise. Quoi qu'il ait fait, quelles que soient les erreurs qu'il a commises, c'est toujours mon fils, et elle va lui faire du mal. Nous le trouverons. Je vous le promets. Les 30 minutes suivantes sont les plus longues de ma vie. J'arpente ma cuisine,
ma cuisine détruite avec son papier peint déchiré et ses armoires manquantes. Et je prie Randall, Dieu, n'importe qui pourrait écouter. S'il vous plaît, laissez-le être en vie. S'il vous plaît, laissez-nous le trouver à temps. La radio de la détective Rain grésille. Nous avons une localisation. Hôtel à 64 km. Unité en route. Je viens avec vous, dis-je en attrapant mon sac à main. Madame Finch. C'est mon fils. Je viens. Elle voit quelque chose dans mon visage qui la fait hocher la tête. Restez dans la voiture quand nous arriverons. Peu importe ce que vous entendez ou voyez. Compris. Je hoche la tête. Mais nous savons toutes les deux que c'est un mensonge. Le trajet prend 35 minutes qui ressemble à 35 heures. Des voitures de police entourent un hôtel délabré sur l'autoroute. Lumière clignotante, radio qui crachote. La détective Rain se gare et se tourne vers moi. Chambre 237. Restez ici. Je la regarde, elle et 4 autres officiers, s'approcher de la chambre. Ils frappent. Puis ils enfoncent la porte. Des cris éclatent. La voix de Sutton hurlant des menaces et des obscénités. Les officiers hurlant des ordres. Quelque chose s'écrase. Puis le silence. Je ne peux plus le supporter. Je cours hors de la voiture, ignorant les ordres de la détective Rain et j'atteins l'encadrement de la porte de la chambre 237. Desmond est assis affaissé sur une chaise, les yeux flous, de la bave coulant sur son menton. Des papiers sont éparpillés sur le lit. Sutton est menotté, hurlant toujours, son visage tordu en quelque chose de laid et de haineux qui ne ressemble en rien à la femme qui souriait aux événements caritatifs. Maman. La voix de Desmond est pâteuse, confuse. Qu'est-ce qui se passe? Je me précipite vers lui, prends son visage dans mes mains. Ses pupilles sont dilatées, sa peau moite. Les ambulanciers arrivent et chargent Desmond sur une civière. La détective Rain me tire à l'écart pendant qu'il le roule vers l'ambulance. Les papiers sur le lit étaient des documents de transfert. Tout ce qui est à votre nom irait à Desmond. Puis immédiatement à Sutton. Il était trop drogué pour comprendre ce qu'il signait. Encore quelques heures et c'était fait. Qu'est-ce qu'elle lui donnait? Benzodiazépine. Comme vous, mais à des doses beaucoup plus élevées. Il est drogué depuis au moins 3 jours d'après son état. Je monte dans l'ambulance avec Desmond, tenant sa main pendant que la perfusion fait couler des antidotes dans son système. Il dérive et reprend conscience, marmonnant des excuses, pleurant, demandant son père. À l'hôpital, le docteur Morrison fait des tests pendant que je suis assise à côté du lit de Desmond. Son rapport toxicologique revient montrant des niveaux dangereux de multiples substances. Pas seulement des benzodiazépines, mais des somnifères, des relaxants musculaires. Assez pour le garder docile, mais pas assez pour le tuer sur le coup. Il a de la chance que vous l'ayez trouvé quand vous l'avez fait, dit doucement le docteur Morrison. Encore un jour ou deux à ces niveaux et nous aurions affaire à des lésions cérébrales permanentes ou pire. Desmond se réveille enfin complètement vers minuit. Ses yeux se concentrent sur moi et des larmes coulent sur ses joues. Maman, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Il sanglote maintenant, tout son corps tremblant. Elle m'a dit que tu voulais réduire ton train de vie. Que tu nous as demandé d'aider. Que tu devenais oublieuse et avais besoin que nous prenions le relais. Je l'ai cru. J'ai tout cru. Depuis combien de temps te drogue-t-elle, je demande doucement. Je ne sais pas. Des mois peut-être. Je me sentais brumeux, fatigué tout le temps. Elle a dit que c'était le stress du travail. Elle me faisait du café tous les matins. Je n'ai jamais soupçonné. Je n'ai jamais pensé qu'elle pourrait être. Il s'étouffe avec les mots. Elle a dit qu'elle m'aimait. Elle a dit que nous construisions une vie ensemble. Je sais, mon chéri. Je sais. Les rénovations de la maison. Elle a dit que tu avais tout approuvé. Que tu voulais qu'on commence pendant que tu étais absente. Elle m'a fait croire que je t'aidais, qu'on te rendait service. Sa voix craque. J'ai détruit ta cuisine. J'ai emballé les affaires de papa. J'ai vendu son bureau. Maman, je suis tellement désolé. On va réparer ça. Tout ça. L'important c'est que tu sois en sécurité maintenant. La détective Rain apparaît dans l'embrasure de la porte. Madame Finch, nous devons parler.
Nous sortons dans le couloir, laissant Desmond avec une infirmière. Sutton Serena a payé sa caution il y a 2 heures, dit la détective Règne, la mâchoire serrée de frustration. Mon sang se glace. Comment? Sa mère a payé. Une femme nommée Vivica Vaughn. Elle finance les opérations de Serena depuis des années. Nous montons un dossier contre elles deux, mais pour l'instant elles sont dehors. Sommes-nous en sécurité? Nous avons une voiture de patrouille devant la chambre de Desmond, et je vous recommanderais de ne pas rentrer chez vous seul pendant quelques jours. Ces femmes sont dangereuses et elles ne vont pas abandonner facilement. Je ne dors pas cette nuit-là. Je suis assise sur une chaise à côté du lit d'hôpital de Desmond, le regardant respirer, reconnaissante qu'il soit en vie. L'officier de police posté devant la porte est un petit réconfort, mais la peur rampe toujours le long de ma colonne vertébrale comme de la glace. Vers 3 heures du matin, j'entends des pas dans le couloir. Calme, mesuré. La porte s'ouvre lentement. Je lève les yeux et me fige. Vivica Vaughn se tient dans l'embrasure de la porte, une seringue à la main. Elle est plus âgée que Sutton, fin de la cinquantaine peut-être, avec les mêmes cheveux platine et les mêmes yeux froids. Elle sourit quand elle me voit. Un sourire qui n'atteint nulle part près de son âme. Ça aurait été plus facile si tu avais juste signé les papiers, Cordelia, dit-elle doucement, entrant dans la chambre. Mais tu as dû être difficile. Tu as dû tout gâcher. Où est l'officier? Ma voix sort stable malgré mon cœur qui bat la chamade. Fais une petite sieste. Rien de permanent. Contrairement à ce que j'ai prévu pour ton fils. Elle s'avance vers le lit de Desmond, seringue levée. Insuline. Une complication si tragique. Un choc diabétique peut arriver à n'importe qui dans un état affaibli. Je me jette de la chaise et lui attrape le bras. Nous luttons. Et j'ai 62 ans et elle est plus jeune et plus forte. Mais j'ai quelque chose qu'elle n'a pas. J'ai tout à perdre. Je crie fort et longuement et de manière perçante. La seringue claque sur le sol alors que nous nous agrippons. Les ongles de Vivica griffent mon visage, faisant couler le sang. Je ne lâche pas. Je ne peux pas lâcher. La porte s'ouvre brusquement. La sécurité de l'hôpital inonde la pièce, tirant Vivica hors de moi. Elle essaie toujours d'atteindre la seringue, essayant toujours d'atteindre Desmond. Hurlant des obscénités qui résonnent dans le couloir de l'hôpital. Plus de police arrive. La détective règne parmi eux, le visage pâle de fureur. L'officier, je halète, touchant mon visage en sang. Drogué mais vivant. Il va s'en remettre. Elle regarde Vivica maintenant menottée. Se débattant toujours. Tentative de meurtre. On la tient cette fois. Elle n'aura pas de caution à nouveau. Une infirmière récupère la seringue avec précaution. L'emballe comme preuve. C'est assez d'insuline pour tuer 3 personnes, chuchote-t-elle. Je m'effondre dans ma chaise à côté de Desmond, qui est réveillé maintenant, fixant la scène avec des yeux écarquillés et terrifiés. C'est fini, je lui dis, serrant sa main. C'est enfin fini. Mais j'ai tort. Ce n'est pas encore fini. L'enquête explose au cours des semaines suivantes. La détective Règne et son équipe découvrent une opération qui s'étend sur 15 ans et 7 États. Serena et Vivica Vaughn mènent ce stratagème depuis que Serena a 23 ans. Leur modèle est précis et rodé. Vivica identifie des veuves ou veufs riches, généralement âgés, généralement seuls. Serena cible leurs enfants s'ils en ont ou les victimes directement s'ils n'en ont pas. Elle les bombarde d'amour, les isole de leurs amis et de leur famille, gagne leur confiance. Puis elle vide systématiquement leurs actifs tout en les droguant pour qu'ils paraissent incompétents. Parfois les victimes meurent d'accidents, parfois de causes naturelles. Parfois elles sont placées dans des établissements de soins où elles meurent en quelques mois, confuses et seules. Serena a été mariée 4 fois avant Desmond, pas 2, comme initialement découvert. 4 fois. 3 de ses maris sont morts. Le 4e est dans une maison de retraite, à peine capable de se souvenir de son propre nom, tandis que Serena a vidé ses comptes et disparu. Le total qu'elles ont volé sur 15 ans dépasse les 3 millions de dollars. La plupart des familles des victimes n'ont jamais soupçonné. Les décès ont été jugés naturels ou accidentels. Personne n'a questionné la jeune veuve qui semblait si bouleversée aux funérailles. Vous avez sauvé des vies, me dit la détective Règne lors d'une de nos nombreuses réunions. En rentrant tôt, en vous battant, en documentant tout. Vous avez probablement sauvé des dizaines de futures victimes.
Mais tout ce à quoi je peux penser, c'est Desmond suivant une thérapie 3 fois par semaine pour essayer de traiter à quel point il a été manipulé, comment la femme qu'il aimait n'a jamais existé, comment il a failli tout perdre, y compris sa vie, parce qu'il a fait confiance à la mauvaise personne. Le procès commence 3 mois après cette nuit à l'hôpital. La salle d'audience est remplie de médias, de familles de victimes précédentes, de gens qui veulent voir la justice enfin rendue. Desmond doit témoigner. Il est terrifié la veille au soir, tremblant dans ma chambre d'amis où il séjourne depuis sa sortie de l'hôpital. Maman, elle m'a chuchoté quelque chose quand ils l'ont arrêté à l'hôtel. Une menace. Elle a dit que si je témoignais, ses associés s'assureraient que tu paies. Et si elle le pensait? Je m'assois à côté de lui sur le lit, prenant sa main comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait peur des orages. Elle n'a pas d'associés, pas de plan de secours, pas d'échappatoire. C'est ce que font les manipulateurs, mon chéri. Ils vous font croire qu'ils ont du pouvoir même quand ils n'ont rien. C'est leur dernière arme. Ne la laisse pas garder ce pouvoir sur toi. Le lendemain, Desmond entre dans cette salle d'audience et dit la vérité. Chaque détail douloureux. Comment Serena l'a approché dans une galerie d'art, semblait partager tous ses intérêts, le faisait se sentir vu et spécial. Comment elle l'a isolé de ses amis, toujours avec des excuses raisonnables. Comment elle l'a convaincu que je déclinais mentalement. Que j'avais besoin d'aide. Que emménager dans ma maison était un acte d'amour. Comment elle droguait son café tous les matins pendant des mois. Comment elle contrôlait son téléphone, ses emails, son argent. Comment elle lui faisait signer des documents qu'il ne comprenait pas pendant qu'il était trop brumeux pour les lire correctement. Comment elle l'a gardé prisonnier dans cette chambre d'hôtel pendant 3 jours, lui forçant à avaler des médicaments, lui faisant signer plus de papiers, lui disant que c'était tout pour leur avenir ensemble. Sa voix se brise plusieurs fois. Mais il ne s'arrête pas. Il raconte tout. Puis c'est mon tour. Je témoigne de l'entrée non autorisée, de la propriété détruite, des objets de famille volés, des documents falsifiés, de la drogue. Je montre des preuves de chaque vol, chaque mensonge, chaque manipulation. D'autres familles témoignent aussi. L'accusation a trouvé 4 victimes précédentes qui ont survécu mais ont tout perdu. Elle raconte des histoires qui reflètent la nôtre. Bombardement d'amour, isolement, drogue, vol. Une femme a perdu sa maison, ses économies et sa capacité à se souvenir des noms de ses propres petits-enfants à cause des médicaments que Serena lui a donnés pendant 18 mois. Les preuves sont accablantes. Des documents montrant des signatures falsifiées. Des dossiers financiers traçant les actifs volés. Des rapports toxicologiques. Des images de surveillance de mon système de sécurité domestique montrant Desmond et Serena entrant chez moi à plusieurs reprises pendant mon absence. La seringue d'insuline de l'hôpital. Les empreintes digitales de Vivica partout dessus. Le masque de Serena se brise enfin complètement pendant le procès. Elle hurle sur les témoins, menace le juge, se jette sur Desmond pendant son témoignage, hurlant qu'il ment, qu'il savait tout, qu'il voulait mon argent autant qu'elle. Le jury a l'air malade. Vivica reste silencieuse pendant la majeure partie du procès. Mais ses yeux racontent une histoire différente. Froid, calculateur, impénitent. C'était des affaires pour elle. Juste des affaires. Le verdict tombe en moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Fraude, tentative de meurtre, exploitation de personnes âgées, vol, faux, complot. Serena est condamnée à 35 ans de prison. Vivica reçoit 40 ans pour son rôle d'architecte du plan. Alors qu'on les emmène, Serena se tourne pour me regarder une dernière fois. Son visage est tordu par une haine si pure qu'elle en est presque impressionnante. « Tu as tout gâché » siffle-t-elle. « Non » dis-je calmement, croisant son regard. « Tu t'es gâché toi-même. Je me suis juste assuré que tout le monde le sache. » Après le verdict, Desmond et moi sortons ensemble du palais de justice sous un soleil radieux d'après-midi. Les journalistes nous assaillent, criant des questions, les flashs crépitants. Un journaliste se ferait un chemin à travers la foule. Madame Finch, que voulez-vous que les gens sachent sur ce qui vous est arrivé? Je regarde directement la caméra, pensant à toutes les autres familles qui pourraient faire face à quelque chose de similaire, qui pourraient avoir ce sentiment lancinant que quelque chose ne va pas mais ne lui font pas confiance, qui pourraient tout perdre au profit de quelqu'un qu'ils aiment et en qui ils ont confiance. Faites confiance à vos instincts, dis-je clairement. Si quelque chose semble faux, c'est probablement le cas.
Protégez vos documents juridiques, vos actifs, votre indépendance. Les relations familiales devraient être basées sur le respect, pas sur une confiance aveugle. Et si quelqu'un essaie de prendre ce qui est à vous, battez-vous. Vous n'êtes jamais trop vieux, jamais trop faible, jamais trop seul pour vous défendre. Documentez tout. Dites aux gens ce qui se passe. Demandez de l'aide. Ne laissez personne vous convaincre que vous protéger est égoïste. C'est de la survie. Le clip devient viral. En 24 heures, il a été partagé des millions de fois. Ma boîte email se remplit de messages de personnes partageant leurs propres histoires de manipulation et d'exploitation, me remerciant d'avoir pris la parole. 6 mois plus tard, ma maison est entièrement restaurée. La cuisine brille avec de nouvelles armoires et du papier peint frais. Un papier peint différent cette fois. Des roses jaunes. De nouveaux souvenirs pour un nouveau chapitre. Desmond vient tous les dimanches pour le dîner. Il est en thérapie, travaillant sur son traumatisme, reconstruisant lentement son sens de soi que Serena a détruit si méthodiquement. Il a emménagé dans un petit appartement au centre-ville, a obtenu un emploi dans un cabinet comptable, a commencé à me rembourser, même si je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Je dois le faire, a-t-il insisté. Je dois arranger les choses de la petite manière que je peux. Nous apprenons à nous faire confiance à nouveau. Ce n'est pas facile. La trahison a coupé profond des deux côtés, mais nous essayons. Nous sommes honnêtes maintenant d'une manière que nous ne l'étions jamais auparavant. Nous avons des limites. Nous avons des séances de thérapie hebdomadaires ensemble pour travailler à travers le nœud complexe de la blessure, du pardon et de la reconstruction. Ce soir, nous préparons le dîner ensemble. Il coupe des légumes pendant que je prépare le poulet en utilisant les bols à mélanger de ma mère qui ont été récupérés du stockage des preuves. La collection de livres de Randall est de retour dans son bureau, réorganisée et chérie. Les bijoux de ma mère n'ont jamais été récupérés, mais j'ai fait la paix avec cela. C'était des choses, de belles choses, des choses significatives, mais juste des choses. Ce qui compte, c'est de me tenir ici avec mon fils, tous les deux vivants et libres et en guérison. Maman, dit Desmond doucement, sans lever les yeux de la planche à découper. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je dois le redire. Je suis désolé pour tout ça. De ne pas avoir vu à travers ces mensonges. De t'avoir blessé. D'avoir failli te perdre. Je sais, mon chéri. Et je suis désolé aussi. Désolé de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Désolé de ne pas t'avoir mieux protégé. Tu m'as sauvé la vie. Il pose le couteau et me regarde les larmes aux yeux. Elle allait me tuer une fois qu'elle aurait tout eu. La détective Rain l'a confirmé. J'aurais été un autre accident tragique. Mais tu es rentré tôt. Tu t'es battu. Tu m'as sauvé même quand je ne méritais pas d'être sauvé. Tu mérites toujours d'être sauvé. Tu es mon fils. Cela n'a pas changé même quand tout le reste a changé. Nous nous tenons là dans ma cuisine restaurée. Et pour la première fois depuis des mois, cela ressemble à nouveau à la maison. Plus tard dans la soirée, après le départ de Desmond, je vais dans le bureau de Randall. J'évitais son bureau, même s'il est de retour là où il doit être. Trop de souvenirs, trop de chagrins que je n'ai pas complètement traités. Mais ce soir, je m'assois et j'ouvre le tiroir du bas pour ranger des papiers. Il y a une enveloppe cachée au fond, jaunie par l'âge. Mon nom écrit sur le devant de l'écriture de Randall. Mes mains tremblent en l'ouvrant. La lettre à l'intérieur est datée de 2 semaines avant la mort de Randall. Avant sa crise cardiaque, avant que tout ne change. Ma très chère Cordy, commence-t-elle. Et mes yeux se remplissent de larmes à son surnom pour moi. Si tu lis ceci, alors je suis parti. Et je suis tellement désolé d'avoir dû te quitter. Je voulais plus de temps, plus d'années, plus de dimanches matins et de soirées tranquilles et tous les petits moments qui font une vie. Mais j'écris ceci parce que j'ai eu des douleurs thoraciques et je sais que mon temps pourrait être plus court que prévu. Et je m'inquiète que tu sois seul, que quelqu'un profite de ton bon cœur. Tu as toujours vu le meilleur chez les gens, et j'aime ça chez toi. Mais cela te rend aussi vulnérable. Alors, je veux que tu saches quelque chose, et je veux que tu t'en souviennes si les choses deviennent difficiles. Tu es plus forte que tu ne le sais. Tu as de l'acier dans ta colonne vertébrale que la plupart des gens ne voient jamais parce que tu l'enveloppes de gentillesse et de grâce. Mais c'est là. Je l'ai vu. Quand tu t'es battu pour notre maison, quand la banque a essayé de saisir. Quand tu as construit ton entreprise à partir de rien.
Quand tu as affronté cet entrepreneur corrompu qui a essayé de nous tromper. Si jamais quelqu'un essaie de profiter de toi, je sais que tu te défendras. Je sais que tu te protégeras comme tu as toujours protégé notre famille. Tu es une guerrière, Cordelia. Même si tu ne le vois pas toujours toi-même, ne laisse personne te faire sentir faible ou stupide ou incapable. Ne laisse personne voler ce que nous avons construit ensemble. Cette maison, notre vie, nos souvenirs, ils comptent. Tu comptes. Et si jamais tu as besoin de courage, souviens-toi de ceci. Je suis fier de toi. J'ai toujours été fier de toi. Je t'aimerai toujours. Fais-leur regretter de t'avoir sous-estimé. À toi pour toujours, Randall. Je suis assise dans son bureau serrant la lettre, pleurant comme je ne pouvais pas me permettre de pleurer à ses funérailles. Que j'avais affronté quelque chose qui testerait tout ce que je suis. Et il avait raison. Je suis plus forte que je ne le savais. Je me suis défendue. J'ai protégé ce qui comptait. J'ai sauvé mon fils et moi-même et d'innombrables autres qui auraient été les futures victimes de Serena. J'encadre la lettre et l'accroche au mur au-dessus du bureau de Randall. Un rappel, une promesse tenue. 2 semaines plus tard, je parle lors d'un séminaire sur la protection des aînés au centre-ville. La salle est remplie de personnes âgées, d'enfants adultes inquiets pour leurs parents vieillissants, de professionnels qui travaillent avec des populations vulnérables. Je raconte mon histoire, tout. Les bonnes parties et les mauvaises parties, la peur et la fureur et le combat. J'explique les signes avant-coureurs de l'exploitation financière, les schémas de manipulation, l'importance de la documentation et de la protection juridique. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, dis-je à la foule, si vous avez déjà dû vous battre pour ce qui vous revient de droit, si vous avez déjà dû choisir entre être gentil et être fort, sachez que vous pouvez être les deux. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Fixer des limites avec la famille n'est pas cruel. C'est nécessaire. Se défendre quand quelqu'un essaie de voler votre vie n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Les applaudissements sont tonitruants. Les gens font la queue après pour partager leurs histoires, pour demander des conseils, pour me remercier d'avoir pris la parole. Une femme, probablement dans les 70 ans, saisit ma main, les larmes coulant sur son visage. La petite amie de mon fils me pousse à ajouter son nom à l'acte de ma maison. Je savais que quelque chose ne semblait pas correct, mais je pensais que j'étais paranoïaque. Après vous avoir entendu, j'appelle mon avocat demain. Bien, lui dis-je fermement. Faites confiance à ce sentiment. Protégez-vous. 1 mois plus tard, elle m'envoie un email. Elle a suivi. A fait enquêter l'avocat. A découvert que la petite amie avait eu 2 relations précédentes avec des hommes âgés, qui sont tous 2 morts après avoir cédé leurs actifs. La police enquête maintenant. Une autre vie sauvée. Un autre prédateur arrêté. C'est ce que je fais maintenant. En plus de mon travail de conseil, je parle. J'éduque. J'aide les gens à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Randall serait fier. Desmond est fier aussi. Il a commencé à faire du bénévolat avec moi parfois, partageant sa perspective en tant que personne manipulée. Son témoignage est puissant parce qu'il est jeune. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que les hommes soient des victimes. Parce que son histoire prouve que n'importe qui peut tomber en proie à un prédateur qualifié. Nous construisons quelque chose de nouveau à partir des décombres. Pas la relation que nous avions avant c'est parti pour toujours mais quelque chose d'honnête et de plus fort, quelque chose de réel. Mon téléphone vibre avec un texto de Tatum. L'équipe de récupération d'actifs a trouvé une unité de stockage au nom de Serena. Les bijoux de ta mère sont là. La police les relâche demain. Je fixe le texto, submergé. J'avais fait la paix avec la perte de ces pièces, mais les avoir de retour donne l'impression de récupérer un morceau de mon cœur. Le lendemain, j'ouvre le coffre-fort à la banque et je place soigneusement chaque bijou à l'intérieur. Les boucles d'oreilles en diamant, la bague de fiançailles de ma grand-mère, tout. En sécurité maintenant. Protégé. J'ajoute la lettre de Randall à la boîte aussi. Mes possessions les plus précieuses toutes au même endroit. Mais en quittant la banque, je réalise la vérité. Les bijoux sont beaux. La lettre est inestimable. Mais ce ne sont que des choses. Ce qui compte, c'est de sortir au soleil, en bonne santé et libre et entière. Ce qui compte, c'est d'avoir des dîners du dimanche avec mon fils, de le regarder guérir et grandir et redevenir lui-même.
Ce qui compte, c'est la femme que j'ai empêchée de signer son acte. Les familles que j'ai aidées à protéger. Les vies que j'ai changées en prenant la parole. C'est mon véritable héritage. Pas de l'argent ou des bijoux ou une propriété, mais la force de se battre, le courage de parler, la volonté d'aider les autres à trouver leur propre pouvoir. Ce soir-là, je suis assise sur mon porche arrière avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je ne réponds presque pas, mais quelque chose me fait décrocher. Madame Finch, c'est Maya Santos. Vous avez parlé au séminaire sur la protection des aînés le mois dernier. Je suis journaliste aux Tribunes, et j'aimerais faire un reportage de fond sur l'exploitation financière des personnes âgées. Seriez-vous prête à partager votre histoire en profondeur? Nous voulons lancer une série qui pourrait aider à protéger des milliers de personnes. Je pense à la lettre de Randall. Fais-leur regretter de t'avoir sous-estimé. Oui, dis-je. Je le ferai. L'article paraît 3 semaines plus tard. Première page. Mon visage me regardant depuis les kiosques à travers la ville. Le titre dit « La grand-mère qui a riposté ». Comment le courage d'une femme a exposé un réseau d'exploitation de plusieurs millions de dollars. C'est repris par des médias nationaux. Je suis invité à des émissions matinales, des podcasts, des programmes d'information. Mon histoire atteint des millions de personnes et à chaque fois, plus de gens se manifestent, plus d'enquêtes s'ouvrent, plus de prédateurs sont attrapés. Plus de vies sont sauvées. Desmond encadre l'article de journal et l'accroche dans son appartement. Je suis fier de toi, maman, dit-il quand il me le montre. Regarde ce que tu as fait. Regarde combien de personnes tu as aidées. Je regarde l'article, mon visage sur la photo, forte et déterminée et sans peur. Je la reconnais à peine. Cette femme qui s'est battue contre des chances impossibles. Cette femme qui s'est sauvée elle-même et son fils et d'innombrables autres, mais c'est moi. Elle a toujours été moi. J'avais juste besoin de la trouver. Si vous avez déjà été traité comme si vous étiez invisible, qualifié d'inutile, ou si vous avez dû vous battre pour ce qui vous revient de droit, vous avez toujours du pouvoir.